Donc, nous passons maintenant aux politiques transformatrices. Pour cela, nous avons Michel Yanclous de Health and Climate Foundation en France et il va le faire avec David Desiveri qui vient de Humanité et Inclusion en Belgique. Alors, nous allons regarder si Michel et David sont là pour animer cette séance. Oui. Puis-je? Yep. Can I start? Yeah, please, Michel. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir introduire cette session qui me semble une des plus importantes qui soit, puisqu'elle a comme ambition de vouloir, à travers quelques présentations qui nous viennent du terrain et d'une expérience aussi vécue en matière de réflexion en Hollande, nous allons pouvoir partager nos impressions, mais aussi les leçons que nous avons apprises à partir de nos activités respectives. Vraiment, le changement climatique et en particulier les urgences, nous savons que c'est irréversible, qu'elles arriveront et qu'elles affecteront nous tous, mais en particulier les plus vulnérables. Certains seront plus exposés que d'autres, certains sont plus vulnérables que d'autres. Donc, nous devons, devant cette certitude, pouvoir nous apprêter à pouvoir envisager tout un ensemble de situations auxquelles on n'était pas habitué dans le passé. Nous avons aujourd'hui deux présentations qui sont des présentations, je dirais, d'urgence. Au Mozambique et au Soudan, deux situations où l'approvisionnement en eau et tous les effets, l'impact des inondations est absolument dommageable pour les populations, mais également pour les services de santé. Je voudrais, en guise d'introduction, mentionner que pour les discussions qui vont suivre, nous n'allons pas nous limiter uniquement à la gestion des urgences. Et je voudrais signaler deux points. Le premier, c'est l'anticipation. Nous savons que nous allons en avoir. Comment nous pouvons, dans nos manières de penser et aussi dans nos manières d'agir, essayer d'anticiper ce qui va se passer un jour. Et je voudrais signaler trois domaines d'anticipation. Le premier, c'est comment travailler davantage avec les services d'information qui existent aujourd'hui et qui sont d'une performance incroyable, des technologies nouvelles par télésatellite, qui nous permettent de pouvoir intégrer des situations locales avec des modèles de prédiction climatique. Comment pouvoir utiliser davantage ces informations, les lier à nos connaissances épidémiologiques, nos connaissances opérationnelles, pour pouvoir développer des systèmes d'alarme ou d'alerte. Et ça a des implications énormes à court terme et à long terme, telles que par exemple, dans les endroits le long des côtes où nous savons qu'il y aura une augmentation du niveau de la mer, comment déjà déplacer certaines infrastructures, comment mieux gérer les systèmes d'adduction d'eau, les systèmes d'assainissement. Ça, c'est le premier point. Comment mieux utiliser les technologies d'information. Le deuxième point, c'est comment renforcer, puisque nous cherchons des opportunités, des systèmes qui sont trop souvent défaillants, en particulier dans les bidonvilles, dans les zones les plus vulnérables, en matière d'assainissement, au sens le plus large du mot. L'approvisionnement en eau potable, la gestion des eaux usées, c'est une manière de pouvoir anticiper pour la réduction des épidémies, mais aussi les risques de pollution, les risques, par exemple, de maladies dues à des rongeurs. Comment, par exemple, inclure dans nos stratégies la lutte contre les rats. Le troisième domaine, dans l'anticipation, c'est de mieux regarder les groupes vulnérables. Qui sont-ils et quelle est leur capacité de réagir par rapport à ces aléas climatiques? Et ceci peut nous mener dans des interventions très innovantes. Your contributions were wonderful, period. I really would like to stay in touch, and see how we can learn from it.
Je n'entends plus rien là. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez continuer, tout va bien. Il y avait une petite vidéo qui a démarré, mais ça va OK, maintenant. I continue. Donc ça, c'est pour les anticipations. Donc, comment mieux comprendre les groupes vulnérables et leur capacité à réagir. Et ceci peut aller depuis de meilleurs systèmes d'approvisionnement en alimentation scolaire, d'avoir des facilités d'accès à des systèmes d'assurance contre les aléas climatiques, etc. Le deuxième point auquel je voudrais simplement attirer l'attention, je serai plus bref là-dessus, c'est de penser à la reconstruction. Quand on a vécu un drame dû à une urgence climatique, la manière d'en sortir n'est pas la même pour tout le monde. L'équité en santé, à travers la reconstruction, ça doit nous préoccuper tous et ça peut avoir des aspects multiples. Ça peut toucher l'accès aux services de proximité. Comment mieux nous préoccuper des personnes âgées, des handicapés, des exclus sociaux en matière d'accès aux services de santé. Ça peut nous permettre aussi en période de reconstruction de revoir tous les systèmes d'hygiène, d'assainissement. Ça peut enfin nous aider à mieux travailler avec tous les partenaires locaux, profiter de l'urgence climatique pour renforcer le dialogue entre tous les partenaires. Donc voilà quelques pistes que je voulais simplement signaler en guise d'introduction. Elles peuvent peut-être paraître théoriques, mais j'espère qu'elles vont pouvoir stimuler nos réflexions et nous amener en fin de session à pouvoir formuler un certain nombre de suggestions pour le futur. Merci et bonne session à tous. Thank you, Michel. So, good morning. Merci Michel. Bonjour à tous. Je suis un expert environnemental et je travaille pour une ONG qui est engagée parmi d'autres choses pour que l'action climatique soit inclusive et pour faciliter l'inclusion de personnes handicapées, de personnes également et de groupes marginalisés, sous-représentés qui ont déjà été mentionnés par Michel dans sa présentation. Michel a déjà dit qu'aujourd'hui nous allons nous concentrer sur des solutions, sur des politiques au niveau de la mise en œuvre. Et à présent, nous allons avoir trois présentations intéressantes. Tout d'abord, Rob Daunt, ingénieur en biosciences qui travaille depuis 10 ans environ comme responsable de la santé pour MSF, travaille dans différentes situations d'urgence sanitaire. Il va se concentrer sur le Sud-Soudan, puis Akila Mounir et Lawrence Johnson d'Ineven. Donc, Akila est le point focal pour le projet sur le développement environnemental en utilisant l'énergie renouvelable pour faciliter l'accès à l'eau potable au Mozambique. Et ensuite, nous reviendrons en Europe dans cette communauté avec l'intervention de Winnie Van Houten, qui va nous parler de justice climatique et travaille comme Project Officer pour une fondation à Amsterdam. Et nous aurons le plaisir d'entendre son plaidoyer pour la décroissance. Nous allons tout d'abord donner la parole à Rob. Ah, bonjour à tous. Voilà. Merci David. Je m'appelle Rob. Je travaille dans l'unité de santé environnementale de MSF et pendant ces 10 minutes, je vais vous présenter des résultats préliminaires d'une étude que nous réalisons à propos de 2 interventions consécutives dans le Sud-Soudan.
On se demande si, en regardant, en ayant une approche environnementale, climatique, on peut améliorer la situation. Alors tout d'abord, petite présentation de ce comté de Pibor. Il accueille la peuplade Merle, pastoraliste. Donc, il y a pas mal de mouvements saisonniers de personnes qui se déplacent avec leur bétail. Il y a également pas mal de violences dans la région. C'est lié au conflit au Sud-Soudan, mais également à des attaques et des vols de cheptels effectués par différents groupes. En raison de cette violence, il y a également un déplacement interne au sein du comté, déplacement interne des populations. Et depuis un certain temps, on a également un risque de malnutrition important. Donc, pas mal de facteurs de vulnérabilité qui sont réunis là-bas. C'est un pays, vous le voyez ici, qui est situé ici à la confluence de différentes rivières, fleuves. Donc, c'est un pays dans lequel on a des crues saisonnières. C'est assez courant. IMSF y est présent depuis pas mal d'années pour apporter un soutien en termes de soins de santé primaire. Alors, en 2019-2020, nous avons connu énormément d'inondations. Nous avons eu plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées en raison de ces crues. Et ici, vous voyez d'octobre 2020 où donc, dans le cercle rouge, vous voyez, vous avez 100 000 et 150 000 personnes qui ont été affectées, des personnes déplacées en raison de ces événements. Voilà 2 cas sur lesquels nous sommes penchés, le cas d'inondation et le cas également de vagues de chaleur. Alors, les objectifs de cette présentation, c'est de documenter, analyser la préparation pour se préparer à ces inondations. Nous avons eu l'occasion de nous pencher sur 2 années consécutives pour voir quelles ont été les leçons tirées de 2019 et lesquelles ont été donc appliquées en 2020 pour mieux comprendre comment les choses ont peut-être pu être améliorées au fur et à mesure. C'est une étude qualitative sur base d'évaluation de documents et d'entrevues avec des personnes clés qui ont été impliquées dans le processus. L'imitation, c'est une étude rétrospective et aucun membre de la communauté ou aucun membre du personnel local n'a été entendu lors des entrevues. Alors, par rapport aux résultats, premier résultat préliminaire, j'en reviens au titre. Cette approche climatique, alors là, on doit interpréter ça de façon assez générale en tenant compte de l'approche climatique. Bien sûr, nous avons des outils bien développés qui ont été représentés, par exemple, par des modèles météorologiques, etc., qui peuvent donner des données très utiles. Mais ici, j'ai une carte, voilà, de GeoPha. On s'est penché sur cette situation. Les gens se trouvent là dans le cercle et vous avez des données de 2020, juste avant l'inondation. On n'a pas tellement de données toujours. Et il est bon de suivre ces modèles pour comprendre les tendances, comprendre ce qui va se passer, mais ce n'est pas toujours très utile pour pouvoir définir les déclenchements d'action véritablement. Parce qu'à droite, vous avez une photo reprenant ce qui s'est passé quelques jours plus tard. En fait, là, la situation, il y avait déjà pas mal de crues. Donc voilà, quelques jours après que la première alerte n'ait été donnée. Donc vous voyez l'intégration ici des systèmes d'information mondiaux, mais avec des données locales, des déclencheurs locaux qui peuvent permettre parfois de mieux anticiper. Troisième source d'information, c'est la communauté, les connaissances, les expériences dans la communauté, c'est important, mais ça, c'est ressorti de notre étude chez MSF. En fait, on ne profite pas suffisamment de ces connaissances au niveau de la communauté. On devrait se reposer davantage là-dessus à l'avenir. Alors, voilà, ici, étant donné qu'en 2020, nous avons utilisé ces éléments
Lorsqu'on a eu le début de ces crues, vous aviez l'ancien centre qui avait été affecté et ça a servi d'indication pour les gens disant voilà, les crues arrivent et ainsi on a pu davantage se préparer. Donc on a fait cela beaucoup plus en 2020 par rapport à ce qui avait été fait en 2019 et les actions ont été prises de façon plus rapide. Ici, vous voyez, pour les 2 années, j'ai listé quand différentes activités ont été mises en œuvre par rapport au début de ces crues. En 2020, vous le voyez, on a pu réagir beaucoup plus rapidement. Par exemple, le stock, le bétail a été déplacé bien plus rapidement. On a pu avoir une intervention plus rapide. On a pu continuer à opérer également le centre de santé durant les inondations. On a pu lancer également des cliniques mobiles, même avant véritablement le début. Et on a pu même mettre véritablement à jour notre modèle de prévision. Donc, nous avons pu réagir beaucoup plus rapidement et ceci a amélioré la réponse qui a été apportée. Alors, voilà, nous avons véritablement tout ceci et nous avons pu ainsi lancer ces actions. Alors ici, au niveau des cliniques mobiles, voilà de nouveau une réussite. Pour 2020, c'était une composante essentielle dès le début de l'intervention. Ces cliniques mobiles ont été mises en place dans des zones difficiles à atteindre pour apporter de l'aide, les premiers soins de santé, mais en même temps, pour évaluer également la situation, on a vérifié le statut de santé, on a également regardé combien de personnes se trouvaient sur ces sites. Et donc, ça a été mieux fait en 2020 par rapport à 2019 avec 5 cliniques mobiles qui ont pu se déplacer en fonction de l'accessibilité. Alors, à droite, vous voyez un tableau, un graphique qui montre le nombre de consultations réalisées en 2020 par rapport à la ligne noire en 2019. Et vous voyez que pendant la crue, on a eu donc 2 fois plus de consultations par rapport à celles qu'on avait pu réaliser en 2019 grâce à cette capacité, le fait de pouvoir accéder plus vite aux populations. Et du coup, nous avons amélioré les résultats. Et puis, c'était également des points d'entrée pour des mesures préventives, pour distribuer des jerrycans, etc. Et ça également, c'est quelque chose de positif. Une autre question ici par rapport à la proximité, par rapport à la communauté et ici, meilleure coopération avec Vétérinaires sans frontières qui se concentrait sur le bétail a permis d'améliorer les réactions parce que dans les crues, ce qui revenu souvent, c'est que finalement pour les gens, c'est une préoccupation essentielle, hein, leur bétail. Ça aurait peut-être permis d'améliorer encore la réaction, de coopérer avec Vétérinaires sans frontières. Alors voilà ici des données par rapport à ce que nous avons pu voir au niveau de l'épidémiologie, la malaria, une grosse préoccupation sanitaire même avant les crues. Hein. Vous aviez quelques 70% de taux positifs. La malnutrition était déjà également importante avant, mais après les inondations, ça a augmenté à des niveaux critiques. Également, la rougeole, épidémie de rougeole. Donc, il y a eu des cas avant les inondations. On a une coupure. Bien, ce que nous voyons sur base des résultats, c'est que le fait d'avoir toute une série de mesures qui font en sorte qu'on soit fin prêt se sont largement améliorées tout au long de l'année 2020. Alors, ceci nous ramène bien entendu à la nécessité de mieux comprendre la situation, d'engranger une expérience pratique pour la suite. Donc, engranger cette expérience pratique est bien entendu très, très positif parce que cela nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Cela nous permet également de disposer nos kits à des endroits bien définis en tenant compte, par exemple, des risques, que ce soit pour la malaria, que ce soit en termes de malnutrition, que ce soit en termes de choléra ou de morsure de serpent. Il est également important d'avoir une certaine continuité en termes de ressources humaines, idem pour l'expertise tout au long des interventions.
Et puis, à droite, nous avons donc ici une intervention d'urgence en cas d'inondation, et cela requiert une certaine expertise. Et puis, il faut également une bonne sensibilisation des équipes par rapport à ces situations. Et donc, il faut être prêt mentalement également à faire face à la situation. Et cela peut avoir une incidence, bien entendu, sur les interventions. Donc, en conclusion, il est important de comprendre les risques en matière d'inondation, d'être fin prêt et paré à faire face à la situation et de pouvoir anticiper pour améliorer justement le dispositif d'aide. Mais il faut bien entendu modifier les habitudes en termes d'organisation. C'est notamment le cas au niveau de MSF et d'être véritablement fin prêt à faire face à ce type de situation. Il faut également tenir compte du fait qu'il n'y avait pas de personnes dédiées pour effectuer le courtage en termes d'information, ce qui concerne les prévisions. Il faut également tenir compte du fait que parfois les liens au niveau de la communauté ne sont pas toujours correctement utilisés. Puis des prochaines étapes, eh bien, il y a une thèse qui va être rédigée sur le sujet et soumise dans le courant du mois de juin 2021. Il faut toujours continuer à être fin prêt à faire face à ce type de situation, que ce soit au PIBOR, mais également au-delà. Il y a un guide qui a été concocté d'ailleurs à cette fin au niveau de MSF. Il ne me reste plus dès lors qu'à vous remercier de votre écoute attentive. Merci beaucoup, Rob. C'était clair et très concret, effectivement. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster dans le volet questions-réponses ou dans vos commentaires au niveau du chat. Et avant le terme de ce panel, nous répondrons bien entendu aux questions que vous posez. Sans plus attendre, je vous propose de passer au Mozambique afin de voir quels ont été les dispositifs mis en place au Mozambique. Donc, on va voir de quelle façon il a été possible de gérer la situation. Et Aquila, vous avez la parole. À vous. Merci. Bon après-midi. Je suis vraiment enthousiaste d'avoir été sélectionnée pour m'exprimer lors de cette conférence. Je suis la conseillère en matière de stratégie au niveau d'Enabel Mozambique et je voudrais ici m'exprimer sur le thème du changement climatique et de l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable et à la santé. Donc, Enabel est l'agence belge de développement qui se charge de mettre en œuvre toute une série, de coordonner toute une série de politiques en matière de développement international. Alors, nous avons identifié 5 défis mondiaux au niveau de notre stratégie à l'horizon 2030. Alors, il s'agit de défis qui portent sur l'environnement et le changement climatique, la mobilité humaine, la paix et la sécurité, les inégalités sociales et économiques et l'urbanisation. Alors, si vous examinez la carte qui apparaît à la droite de votre écran, vous pourrez voir les différents projets en matière d'eau potable qui ont été déployés par Enabel. Et dans la région du Sahel, où le Mozambique est situé, eh bien, vous pouvez voir que nous avons un autre projet qui est plus particulièrement dédié à l'eau potable également. Alors, la Belgique et le Mozambique sont partenaires depuis plus de 20 ans. Donc, ce partenariat a démarré en 1999. Enabel est actif dans 6 pays dans 6 des 11 provinces du pays. Alors, quels sont les principaux secteurs dans lesquels nous sommes actifs? Nous sommes actifs principalement en ce qui concerne l'eau et l'énergie, mais nous intervenons également dans le secteur de la santé et dans le secteur de la gestion des finances publiques, entre autres. Ensuite, des autres domaines qui apparaissaient à l'écran. Alors, nous avons donc ici un projet dédié à l'eau qui a été mis sur pied au Mozambique. Et 3 perspectives étaient de mise. La perspective du changement climatique, comme cela a été dit, le Mozambique est le pays le plus touché par le changement climatique au niveau du continent africain. Il faut savoir que cela est devenu plus évident encore au cours des dernières années, puisque nous avons été confrontés à toute une série de catastrophes naturelles. En 2019, par exemple, le Mozambique a été touché par 2 cyclones. Le cyclone Idai a été probablement le plus désastreux sur les 20 dernières années. Il est important de le préciser. Alors, il y a également une augmentation du niveau de la mer, ce qui crée une intrusion de l'eau de mer sur les terres.
Et cela crée bien entendu toute une série de difficultés au niveau humain. Alors, sur le plan environnemental, et eu égard au contexte géologique, nous constatons qu'il y a effectivement une teneur minérale assez importante au niveau des nappes aquifères. Alors, ceci a créé certaines difficultés au niveau de l'utilisation des pompes et cela a eu un impact sur l'infrastructure au niveau de nos dispositifs. Donc, nous n'avons pas toujours la possibilité de superviser les différents sites et il n'y a pas toujours d'équipement disponible pour pouvoir justement réparer les équipements endommagés. Alors, il est également important de se dire que les pompes à main qui ont été mises en place ne fonctionnaient pas sur le long terme. Il y avait parfois un accès limité au site et une capacité technique limitée également en ce qui concerne la maintenance de ces sites. Donc, tout ceci a contribué à une détérioration de l'équipement d'une part et des infrastructures d'autre part. Alors, ceci s'est greffé au fait que la qualité de l'eau s'est également dégradée et n'était plus adaptée à la consommation humaine, donc ce qui a fait en sorte qu'il y a une réduction des sites accessibles en termes d'eau potable. Alors, les eaux non traitées peuvent déboucher sur toute une série de problématiques en termes de santé, maladies de la peau et bien entendu, ceci peut être préjudiciable au niveau des femmes enceintes qui peuvent être confrontées à des problèmes d'hypertension et autres. Dès lors, il n'y avait pas d'alternative, parfois si ce n'est de consommer une eau impropre à la consommation. Alors, à proximité des rivières, on a constaté qu'il n'y avait véritablement aucune alternative et que ces zones, parfois où les populations s'approvisionnaient, étaient susceptibles d'être inondées. Donc, nous avons décidé de mettre en place un processus au niveau de la partie nord de la province de Gaza. Ce projet a duré au total pendant 6 ans et avec le ministère des Travaux publics et du Logement et la Direction nationale de l'approvisionnement et de l'assainissement des eaux. Le budget était aux alentours de 600 000 € et ce projet, comme je vous l'ai dit, s'est déployé entre 2013 et 2019. Alors, si nous examinons de plus près ce projet, nous pouvons constater que certains éléments factuels apparaissent de façon saillante. Alors, nous avons introduit une technologie innovante au Mozambique pour procéder à la désalinisation des eaux. Nous avons plusieurs unités qui ont été déployés sans dispositif de batterie. Donc, cela nous a permis de couvrir quelques 8700 habitants. Alors, en sus de cela, les dépôts qui sont liés au processus de désalinisation et qui pourraient être préjudiciables à la santé s'ils étaient réintroduits dans les sols ont pu être évacués en toute sécurité. Grâce à l'existence de ces infrastructures, nous avons pu faire en sorte que toute une série de villages et de zones qui n'avaient pas accès à de l'eau potable puissent bien entendu avoir accès. Et puis les jeunes filles qui avaient généralement comme tâche d'aller chercher l'eau et le bois de chauffage ont pu consacrer davantage de temps à toute une série d'autres activités, éducation et autres. Le projet a été remanié, si je puis dire, pour être beaucoup plus sensible à la question climatique. Et ceci a eu un impact positif non seulement en termes d'hygiène, mais également sur l'état de santé des populations concernées. Alors, nous avons d'ores et déjà touché certains, ou effleuré plutôt certains des résultats tant directs qu'indirects de ce projet, mais nous allons à présent examiner la question sous l'angle du climat, du genre et de la santé. Ces unités ont été activées grâce à l'énergie solaire avec une réduction des émissions de CO2 et pour la population, cela a également impliqué une diminution des coûts énergétiques. Et ceci est lié au fait que nous avons essayé d'avoir un impact en termes climatiques. Alors, d'autre part, l'existence de ces infrastructures dans les villages et dans les différents districts ont fait en sorte que les femmes qui devaient parfois couvrir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau
même parfois pour aller chercher de l'eau qui n'était pas potable, ont à présent plus de temps disponible, soit pour étudier, par exemple, ou pour s'impliquer dans toute une série d'activités qui sont susceptibles de générer des revenus pour la famille. Et donc, cela leur permet d'avoir dès lors un meilleur accès à l'alimentation, et ce qui améliore bien entendu la sécurité alimentaire d'une part et et diminue le niveau de malnutrition. Donc, l'objectif qui était de proposer de l'eau potable a amélioré bien entendu dans une très large mesure la santé des populations concernées. Et bien entendu, c'est un impact non négligeable et extrêmement précieux. Alors, ce projet a également eu pour objectif de déployer un volet en matière d'innovation et de formation. Et cela est également très important pour la pérennité de ce projet. Grâce à la création d'une base de données afférente à l'eau, nous avons eu la possibilité d'avoir un outil de suivi et de contrôle pour les autorités régionales, et nous avons pu former également toute une série d'équipes mobiles pour tester la qualité de l'eau. Donc, les autorités ont été mieux équipées pour prendre des décisions et agir surtout beaucoup plus rapidement en cas de problème. Donc, le fait d'injecter une certaine forme d'innovation dans ce projet nous a permis de tenir compte de la situation du pays. Nous avons pu sélectionner notamment les zones où utiliser ces infrastructures. Donc, nous avons ciblé principalement des lieux où il n'y avait pas véritablement d'eau propre à la consommation qui était disponible. Alors, grosso modo, quelles sont les leçons que nous avons ou les enseignements que nous avons pu tirer de ce projet? Une flexibilité accrue. On a chaque fois pu ajuster les activités à la réalité ambiante et tenir compte également du changement climatique. On a pu impliquer les différentes communautés. C'était quelque chose de véritablement vital. Il s'agissait de veiller à ce qu'elles puissent s'approprier ces infrastructures et puis s'approprier également les nouveaux comportements qui découlaient de l'utilisation de ces infrastructures. Alors, nous avons pris en considération la possibilité d'utiliser de nouvelles technologies, mais ici, il fallait bien entendu veiller à ce que les technologies soient adaptables au contexte local et à ce que les populations puissent percevoir cela comme étant un outil de transition. Et c'est vraiment ce qui a été pris en considération lors de l'élaboration du projet. Alors, il était important d'avoir une intervention qui soit pérenne. Et dans ce cas de figure, ce qui a contribué à la pérennité du projet, c'était le fait d'impliquer les acteurs locaux dans toutes les phases du projet, d'avoir des initiatives en matière de numérisation pour permettre, par exemple, le contrôle à distance et puis envisager également la participation du secteur clé, parce que ça, c'était un autre aspect fondamental. Il y a une évaluation constante qui a été faite au niveau des options disponibles. L'objectif était de veiller à ce qu'on puisse créer une adéquation entre ce qui était disponible et le contexte ambiant. Et puis le dernier point, qui n'est certainement pas le moindre, nous avons pu améliorer dans une très large mesure le niveau de santé de la population. C'était effectivement un des impacts indirects de ce projet, un des impacts les plus précieux, il est vrai. Alors, cet objectif de désalinisation des eaux était un projet pilote qui a été déployé donc au Mozambique, mais je dois dire que ça a été un projet pilote couronné de succès, effectivement. Cela s'est traduit ensuite dans toute une série de stratégies nationales, notamment le plan de stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique à l'échelon national, c'est-à-dire que toute une série d'autres processus de désalinisation ont été envisagés et on a également déployé un programme à l'échelon local et la désalinisation est bien entendu considérée comme étant une technologie à développer, notamment dans les zones où il y a une véritable pénurie d'eau. Donc, nous avons une task force désalinisation qui a été mise sur pied qui permettra de poursuivre sur cette lancée. En conclusion, nous devons garder à l'esprit le fait que le changement climatique se produit d'ores et déjà maintenant. Et l'eau fait partie intégrante de la solution et
ne constitue pas nécessairement un risque. La diminution des pluies, l'augmentation des températures et l'accélération de l'intrusion saline sont autant d'éléments qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité de l'eau, des denrées alimentaires, sur la sécurité, la santé et la croissance économique. Il nous faut donc des technologies qui soient réactives par rapport au climat afin de pouvoir mettre sur pied des mesures de prévention et garantir la sécurité en eau. Alors, il est également important d'avoir des bases de données, une connaissance approfondie, notamment en matière de suivi, et de pouvoir permettre une réaction rapide, une prise de décision rapide afin de pouvoir accroître le processus de résilience au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment important de disposer de toutes ces données pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement et puis surtout pour pouvoir accroître la résilience de ces communautés. Alors, le financement pour ce dispositif de désalinisation des eaux a été proposé par Bruxelles Environnement et par la région de Bruxelles Capitale. Voilà, je pense pouvoir conclure ici et vous remercier du temps que vous m'avez consacré et durant lequel vous m'avez écouté. Merci beaucoup, Akila. Merci pour cet excellent exemple, un boulot extraordinaire qui a été mis en œuvre. Et ce que nous avons appris dans le cadre de la conférence, c'est que des projets locaux et des solutions au niveau local, cela a été démontré par Rob également, doivent être étayés par des changements beaucoup plus systémiques. Et ces changements systémiques portent bien entendu sur les modes de vie que nous avons au niveau mondial. À présent, je voudrais donner la parole à Winnie qui va nous parler de la possibilité de structurer nos économies d'une façon différente. Winnie, tu as la parole. Alors, j'espère que vous m'entendez clairement et audiblement. Alors, est-ce que je dois partager ma présentation? Je peux y aller? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point c'est positif pour moi de participer à cette conférence sur la justice climatique et l'équité en santé. Je suis basée à Amsterdam et je travaille pour un réseau, notamment au niveau de Because Health. Et nous explorons toute une série de possibilités et de solutions. Et donc, ce réseau Commons a pour objectif de trouver des solutions au niveau de la santé planétaire et d'une transformation en termes de décroissance. Alors, lorsque nous parlons de santé planétaire, nous parlons d'un nouveau narratif qui doit nous permettre de comprendre la santé humaine et de repartir des fondements, si je puis dire, de l'écologie et du fonctionnement des réseaux planétaires. Bien. Alors, de quoi allons-nous parler en la matière? Et nous allons parler de croissance et de décroissance. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, indépendamment de la richesse d'un pays, on peut bien entendu engranger une certaine forme de croissance par le biais du PIB et il y a une idéologie effectivement de croissance qui est de mise et qui stipule qu'effectivement ceci est positif pour la santé, ceci est positif pour une société qui soit véritablement prospère. Et cela semble justifier la création d'économies qui ont besoin d'engranger davantage de croissance pour rester à flot. Et c'est véritablement à ce défi-là que nous voulons nous atteler. Et c'est cette idéologie qui doit être abordée si l'on veut surmonter véritablement la crise que nous traversons actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir ici en arrière-plan, nous avons une illustration du fait que nous traversons pour le moment une crise écologique. Il y a toute une série de frontières qui ont été dressées. Il y en a plusieurs sur lesquelles nous avons pu nous appesantir, mais ce qui est tout particulièrement intéressant ici, et ce qu'il convient d'affirmer, c'est que lorsque nous parlons de cette crise, nous parlons de l'ère anthropocène.
Et par rapport à cela, il est important de se dire que le narratif de l'Anthropocène stipule que l'être humain en tant que tel est arrivé dans le système naturel, mais il n'en reste pas moins que nous devons porter toute notre attention sur ce qui se produit actuellement et nous constatons que cette crise touche également notre système économique, un système économique qui tend à s'amplifier de plus en plus au détriment d'une grande partie de la population. Winnie, je suis désolée de vous interrompre, mais malheureusement, nous ne voyons pas vos transparents. L'écran avec vos transparents est gelé, donc nous ne voyons pas vos transparents, ce qui est un petit peu embêtant pour les personnes qui voudraient voir vos transparents. Vous ne les voyez toujours pas? Non, toujours pas. Peut-être cesser de partager et puis recommencer l'opération pour que l'on puisse effectivement voir vos transparents. Oui, effectivement, c'est toujours plus intéressant d'avoir les transparents sous les yeux lorsqu'on assiste à ce type de présentation. Bien, alors je fais une nouvelle tentative. Est-ce que vous voyez mes transparents? Oui, maintenant cela fonctionne. Bien. Voilà, maintenant ça fonctionne. Vous voyez les différents transparents. Oui, parfaitement. Bien. Donc, ce que je vous disais, c'est de voir ce qui a induit cette crise au niveau planétaire. C'est une question que je me pose et que nous nous posons, bien entendu, à l'échelon mondial. Alors, la réponse à cette question est très simple. L'utilisation énergétique, l'accès aux ressources est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui se situe principalement au niveau des pays les plus riches du globe. Là, nous avons des chiffres d'Oxfam qui nous montrent quelles sont les tendances qui ont été constatées. Nous avons 10% des pays qui étaient responsables de l'émission totale de CO2. Donc, lorsque l'on parle de changement climatique, il faut cibler les 50% qui apparaissent en dessous dans cette première barre sur l'extrême gauche. Alors, quid à partir de là? Alors la décroissance n'est pas un cadre prédominant, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a bien entendu toute une série de débats qui ont cours en ce qui concerne les questions écologiques, mais lors de la COP 26, nous avons pu voir ce qui se passait sur place. Toutes les discussions se font sous la bannière de la croissance verte. Donc, on peut continuer à développer et faire prospérer nos économies, mais en découplant notre activité économique de la pression exercée sur l'environnement. Mais cette croissance verte ne suffira malheureusement pas. Si nous examinons les objectifs à atteindre, ça va être très, très difficile de rester en deçà des limites qui ont été fixées. Donc, ce découplage absolu ne sera pas possible, en tout cas à court terme, et ne nous permettra pas d'atteindre les résultats escomptés. Alors, soyons directs également. Même si nous devenons plus efficaces et plus propres en termes énergétiques ou en termes d'utilisation des ressources énergétiques, si nous avons plus de renouvelables, par exemple, eh bien, nous devrons faire opérer une véritable transition qui sera encore plus difficile à opérer eu égard au peu de temps qu'il nous reste. Alors, la question que nous devons nous poser est la suivante. Même si nous parvenions à
envisager ce type d'approche en termes de croissance, est-ce que c'est véritablement souhaitable? Et je dirais que nous savons que ce mécanisme ne sera pas suffisant à lui seul que pour aller de l'avant. Donc, nous avons des écarts entre le sud et le nord, et ces écarts n'ont fait que se creuser. Nous avons les pays qui deviennent de plus en plus riches, mais nous devenons de plus en plus inégaux également. Donc, la croissance n'est pas un mécanisme efficace que pour réduire la pauvreté à l'échelon mondial. Et si le monde devient de plus en plus riche, eh bien, il faut se dire qu'il devient en parallèle de plus en plus inégal. Et puis, nous savons également qu'il n'y a pas de relation directe entre le bien-être humain et la croissance du PIB. On a eu la possibilité d'ailleurs de se pencher sur la question. Et si on examine la relation entre ces deux éléments, et c'est très, très important de le souligner, il vous faut une certaine quantité de croissance économique pour pouvoir justement obtenir des résultats sur le plan social et garantir ce bien-être humain. Et souvent, une fois que l'on franchit un seuil, eh bien, nous constatons que, en tout cas sur base des études qui ont été effectuées, eh bien, nous pouvons constater qu'il est très difficile de garantir une vie épanouissante avec moins d'énergie et en restant en deçà du seuil de 1,5 degré. Donc, cette bataille pour l'équité en santé et la justice écologique font partie de ce même projet de transformation. Alors, c'est une transformation axée autour de la décroissance. Alors, il faut réduire notre énergie et les ressources que nous utilisons au niveau mondial pour atteindre des niveaux qui soient beaucoup plus pérennes et qui soient plus équitables, qui nous permettent de garantir la sécurité. Alors, il est également important de tenir compte du fait qu'il y a toute une série de nations qui actuellement explosent les frontières planétaires. La décroissance, ce n'est pas simplement réduire le PIB en tant que tel, il s'agit véritablement de créer une économie entièrement différente qui pourra s'en sortir sans davantage de croissance. Donc, il s'agit d'une restructuration complète de notre économie avec différentes politiques. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une récession que nous avons vue maintenant avec la pandémie de la COVID. Alors, quelles sont ces réponses qui permettraient de dépasser ces dépendances que nous connaissons à présent? Tout d'abord, c'est assez direct, ça veut dire réduire les secteurs qui sont néfastes pour l'écologie tout en investissant dans la sécurité sociale, investir dans la santé publique, dans l'éducation, dans tous ces secteurs de l'économie dont nous avons besoin pour bien vivre. Et entre-temps, nous devons également veiller et nous pouvons à ce moment-là payer pour ces transitions, par exemple par le biais de taxes sur la richesse progressive, et nous pouvons également avoir un découplage au niveau de la sécurité des foyers par rapport au travail salarié, veiller à ce que les gens aient le droit à un revenu de base universel en réduisant également les heures de travail. Et puis autre chose, la délocalisation d'activités économiques par la promotion d'organisations communes. Et puis finalement, fait important, nous avons besoin de nouveaux indicateurs pour mesurer les progrès et le bien-être de la société. Le PIB, lorsqu'il a été inventé, n'a jamais été destiné à servir de mesure pour mesurer le bien-être. Et maintenant, on l'utilise comme ça, c'est enraciné dans les accords internationaux, même au niveau des ODD, mais c'est dangereux d'agir ainsi. Et ceci va véritablement miner ce que nous voulons essayer d'obtenir pour promouvoir ce bien-être. Alors, encore une petite note, étant donné que nous sommes ici à une conférence
où bon nombre de voix du Sud se font entendre, je voulais également dire que les experts en décroissance disent qu'il y a une politique anticoloniale également de la décroissance. Donc, elle montre des liens avec donc cette approche post-développementale et elle énonce que les pays du Sud devraient être libres d'organiser leurs ressources et leur main-d'œuvre en les organisant autour des besoins humains. Véritablement. Ici, vous voyez toute une série d'ouvrages et d'experts qui ont écrit des ouvrages par rapport à ce sujet de la décroissance. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Si vous souhaitez en savoir plus, voilà, il est peut-être bon également de dire que récemment, nous avons lancé un dernier rapport en la matière. Donc, n'hésitez pas à consulter ce rapport sur notre site. Merci beaucoup. Merci. Willy. Bon, voilà, c'est le moment dans la conférence où c'est vrai que donc parfois on a le temps de discuter, mais donc c'était une discussion très intéressante. Moi, j'ai quelques questions du public ici, de participants. Alors, je vais mentionner une question pour chacun d'entre vous. Si vous pouvez répondre en 1 ou 2 minutes maximum, s'il vous plaît, pour que nous respections les délais. Première question. Non, c'est pas ma question, c'est une question qui vient de Giovanni. Pour Rob, durant des catastrophes naturelles, les ONG apportent leur aide pour apporter une réponse pour des pays confrontés à des difficultés. Mais généralement, ce sont les organes gouvernementaux, la protection civile qui apportent de l'aide. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait au niveau mondial, international pour renforcer ces organismes de protection civile? Rob, vous avez la parole. Merci. Merci pour la question. Eh bien, si quelque chose est fait, je crois que ces questions nous ramènent à l'aide humanitaire par rapport à